Bien, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'est très cher depuis des dizaines d'années. Et donc le thème en question, c'est ce qu'on appelle, je dirais communément la candidose, et je dirais que plus scientifiquement on appellera ça la prolifération fongique intestinale, ce qui est plus juste, et ce qui permettra d'avoir moins d'embrouilles, comme on l'a connu pendant des années avec les médecins qui faisaient la confusion, et on peut le comprendre d'ailleurs, avec ce qu'on appelle la candidose systémique, c'est-à-dire que ce sont des patients qui sont très immunodéprimés. À l'époque, c'était surtout le sida, bon maintenant ça se traite mieux, mais par exemple des patients qui ont des chimiothérapies, qui sont sous chimio, qui sont en immunodépression, eh bien ils peuvent avoir des invasions. À ce moment-là, leur immunité anti-candida est tellement faible qu'il peut y avoir des invasions de candidats qui arrivent dans le sang, et ça génère des pneumonies à candida, enfin des choses terribles dont les gens peuvent mourir d'ailleurs. Donc c'est pas la même chose dont on parle. Ici on parle de la prolifération fongique intestinale, c'est-à-dire que il y a dans notre intestin du candida sous forme de levure, on va en parler en détail, qui existe comme ça chez tout le monde et ça ne dérange pas, mais pour différentes raisons, à un moment donné, ça peut commencer à proliférer, se transformer sous une autre forme qui devient pathogène, et là ça pose des problèmes. Et alors ça pose quoi comme problème? Mais finalement, les symptômes de la prolifération fongique intestinale, ils sont de trois ordres. On pourrait dire qu'il y a une sorte de triade symptomatique comme ça, avec d'une part des symptômes digestifs souvent, donc des gens qui ont des ballonnements, des gaz, des troubles de transit, et qui ont très souvent difficile à digérer tout ce qui est justement pain, pâtes, pâtisseries, ce qui fait d'ailleurs confondre avec un problème avec le gluten, donc c'est pas du tout la même chose. Deuxième type de symptômes, ce sont des symptômes, on va dire, de type plutôt psychocognitif, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, impression d'avoir la tête dans le brouillard, le brain fogging, comme on dit, pas le brainstorming, le brain fogging. Et alors, même parfois, ça va plus loin. J'ai vu des patients qui avaient des pics d'anxiété, des enfants qui avaient des problèmes de sommeil et tout ça, qui ont répondu extrêmement bien à un traitement antifongique chez les patients qui avaient ces problèmes. Et puis le troisième type de symptômes, c'est tout ce qu'on pourrait appeler les pseudo-allergies. Alors c'est quoi les pseudo-allergies? On prévoit de faire des conférences sur le sujet, tout ce qui est pseudo-allergie, ce qu'on appelle le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire, etc. En fait, ce sont des patients qui ont des symptômes allergiques, des chatouillements, des prurites, des rougeurs, etc. Et chez qui on fait des tests allergiques qui sont tous négatifs. D'où, effectivement, ils sont catalogués de pseudo-allergiques. Et effectivement, à juste titre, il n'y a pas d'allergène qui est retrouvé, mais néanmoins, ce sont des mécanismes qui impliquent l'histamine, comme dans les allergies. Et le candida, on le sait maintenant, mais depuis pas longtemps, depuis 2 ans, il y a des études qui ont démontré que les candidats allaient jouer sur les mastocytes et favoriser des phénomènes allergiques. Voilà. Donc ça, c'est un peu les trois grands types de symptômes. Alors, chez qui on retrouve ces problèmes de candidose? Eh bien, à tous les âges. Et en fait, j'ai été très étonné ces dernières années de constater que pas mal d'enfants et de bébés ont ça. Donc, en fait, c'est du bébé jusqu'à la personne âgée. On va retrouver des patients qui peuvent retrouver ça. Et alors, un cas comme ça que j'ai en mémoire, c'est un enfant quand même de 4 ans qui passait nuit depuis la naissance à peu près. Autant vous dire que les parents étaient dans un état, je ne vous raconte pas. Et alors je fais les tests, parce qu'il y avait aussi des symptômes digestifs, etc. Et alors je trouve qu'il y a une prolifération fongique mais phénoménale. Je donne le traitement, et en 48 heures, l'enfant redormait. Les parents étaient même inquiets au début, ils se demandaient ce qui se passait, parce que c'était bizarre. Et donc du coup, depuis l'heure, je vois plein d'enfants. C'était, bon, alors, c'est pas toujours comme ça, c'est un cas un peu extrême. C'est juste pour montrer à quel point ça peut avoir un impact sur le bien-être digestif, les pleurs des enfants, même s'il y a un tas d'autres raisons, pas plus exagéré, et les mauvais sommeils des enfants, etc. Cette prolifération fongique est quelque chose de terriblement important à rechercher, en tout cas avoir ça en tête. Donc en fait, ça concerne qui? On vient de le dire. C'est quoi les symptômes?
Et maintenant, on va entrer un petit peu plus dans le mécanisme, expliquer le mécanisme, comment on fait le diagnostic et comment on traite ce problème. Alors, vous voyez la photo ici, hein, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, ceux qui n'avaient pas reconnu. Et donc, c'est tout à fait le candidat. Le candidat a cette capacité de se transformer quand la situation le permet, c'est-à-dire une immunité affaiblie, un microbiote qui n'est pas équilibré, le stress, manger trop de sucre, etc., va lui donner le pouvoir à ce moment-là de se transformer en Dr. Jekyll, très agressif. Et puis, finalement, quand l'immunité commence à prendre le dessus, et c'est là où c'est très vicieux, je vous montrerai comment ça se passe, et bien là, il va se retransformer en Mr. Hyde, gentiment, pour dire à l'immunité, enfin, pourquoi tout le monde s'excite ici alors que tout va bien? Et donc, c'est tout à fait extraordinaire, cette capacité, et donc la difficulté de se débarrasser du candidat. Et puis, bon, un élément très important, c'est la nécessité, bien entendu, d'avoir un microbiote et un système immunitaire correct pour éviter que ça récidive. C'est pour ça que ça va récidiver. Vous avez des gens, vous êtes les traités, le candidat, cette prolifération excessive du candidat dans l'intestin va disparaître. Et puis alors, les raisons pour lesquelles c'est apparu reviennent. Fatigue, stress, etc., immunité qui s'affaiblit, paf. Bon, et donc, effectivement, à la différence des pathogènes classiques au niveau de l'intestinaux, eh bien, le candidat est versatile, c'est-à-dire qu'il a la capacité de survie en tant que ce qu'on appelle germe commensal, donc il vit tranquillement avec les autres, il ne dérange personne, il n'y a pas de symptômes, tout va bien, mais il peut devenir pathogène dans certaines circonstances. Alors, quelles sont ces circonstances? Et qu'est-ce qui fait qu'il va justement passer de la forme qu'on appelle ça profite, hein, donc c'est-à-dire que ça lui profite, mais ça ne dérange pas, il vit en symbiose avec les autres, il n'est pas invasif et c'est asymptomatique, sous la forme levure. Et c'est pour ça que quand on dit oui, mais tout le monde a du candida dans l'intestin, ben oui, évidemment, tout le monde a du candida, mais sous cette forme-là et en quantité aussi modérée. Et puis par contre, il peut se transformer dans la forme dite mycélienne, moi c'est sûr, ou IFE, on appelle ça comme on veut, qui est une forme alors considérée comme parasitaire, okay, invasif et dérangeant pour les autres, pathogène. Et alors qu'est-ce qui fait que ça va se transformer? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont des facteurs qui, normalement, inhibent cette transformation, mais quand ils ne sont pas présents, eh bien, forcément, ça va faciliter la transformation. J'entends par là la présence de certaines bactéries. On sait que les lactobacilles ont un impact contre le candida. On sait que d'autres bactéries, comme par exemple les Bacteroides Theta omicron, sont des bactéries qui vont produire, on verra plus tard d'ailleurs, une enzyme, on appelle une chitinase, qui va détruire la paroi des candidats. Donc il y a vraiment une guerre entre espèces pour essayer de maintenir cet équilibre. Et si, eh bien, ces bonnes bactéries à ce moment-là disparaissent, ne sont pas assez présentes, eh bien, ça laisse la place aux candidats. C'est pas par hasard, hein, on le sait au niveau du microbiote vaginal, par exemple, que quand on prend des antibiotiques large spectre, qui sont des antibiotiques qui tuent toutes les bonnes bactéries, les lactobacilles et les bifidobactéries en particulier, eh bien, on va développer les candidoses vaginales. C'est la fameuse histoire de la candidose vaginale post-antibiothérapie. Et ça, on retrouve ça avec des antibiotiques, genre amoxicilline, augmentin, enfin des choses assez classiques, qui sont des antibiotiques à très large spectre. Tous les antibiotiques n'ont pas cet effet sur le micro. Là, il y a des variantes. Mais en général, quand même, oui. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est l'immunité anti-candida correcte. Donc il faut avoir effectivement un système immunitaire qui peut se battre contre le candida. Et puis alors, il y a tous les facteurs qui vont favoriser la transformation de l'un en l'autre. Alors, quels sont évidemment les antibiotiques? Je viens d'en parler, classique. Alors, un chaos au niveau du microbiote, aussi quelqu'un qui, par exemple, se tape une entérite infectieuse et puis c'est la pagaille complète dans son microbiote, c'est un microbiote altéré où, évidemment, lui va un peu profiter de la situation pour proliférer l'espace qu'on lui laisse pour proliférer. La consommation de sucre, effectivement, ils se nourrissent de sucre et donc ça favorise l'élément. Mais pas mal de patients croient à tort que si on évite le sucre, il n'y a pas de problème avec le candida. C'est pas vrai.
le candidat, le sucre c'est un élément, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire que si ces mêmes patients sont fatigués, stressés, donc pas bien, ou alors chez la femme, il y a aussi l'équilibre hormonal peut jouer. S'il y a plus de progestérone qui augmente l'immunotolérance, eh bien, ça peut jouer. Enfin bref, ça va faire que le candidat va récidiver qu'il mange du sucre ou qu'il mange pas de sucre. Et donc, c'est plus compliqué que juste l'histoire du sucre. Mais le sucre, c'est important aussi, évidemment. Et alors, il y a un tas de médicaments comme la cortisone, évidemment, et tout ce qui est immunosuppresseur, les immunodéficiences, bien entendu, la fatigue, le stress. Et justement, la grossesse, ça c'est très important. On sait que la grossesse peut aussi favoriser la prolifération de candidats parce que justement, pendant la grossesse, comme vous le savez sans doute, on a une montée de progestérone, il y a une montée de progestérone qui favorise justement l'accrochage du fœtus. Et cette progestérone a un impact sur l'immunité. On sait qu'elle augmente un peu l'immunotolérance. Justement, vraisemblablement, pour mieux tolérer le fœtus. Et donc, mais elle augmente aussi l'immunotolérance au candidat. Et donc, il n'est pas impossible que pas mal de femmes enceintes aient aussi potentiellement plus facilement un terrain propice à candidat et entre autres que ce soit que ce soit la candidose vaginale ou la candidose du mamelon qui sont, et donc la candidose vaginale évidemment même si c'est modéré, on ne parle pas d'une candidose massive, mais quand même une tendance à avoir peut-être plus de candidats au niveau vaginal pourrait jouer un rôle sur la candidose chez les bébés, parce qu'on sait que le microbiote va être fortement impacté par le microbiote vaginal, bien entendu. Et alors la candidose du mamelon, qui est quelque chose qui est quand même la mamite sur candida, est quelque chose qui est souvent sous-estimé. En fait, qu'il était surtout avant, maintenant moins, mais des femmes qui ont très mal au sein à l'allaitement, qui ne savent pas allaiter, ça peut être, ces douleurs à ce moment-là peuvent être liées à un problème de candida du mamelon. C'est quelque chose qui est important à savoir. Et donc à ce moment-là, ça se traite avec un antifongique sur le mamelon, ce qui permet en plus de donner de l'antifongique au bébé au passage, ce qui est une bonne chose dans ce cas-là. Donc voilà, ça ce sont un peu toutes les circonstances qui vont faire que le candidat va pouvoir passer de cette forme où il ne dérange personne à une forme mycélienne parasitaire invasive. Et alors, voilà, ici on a une vue au microscope électronique un peu effrayante. Vous avez votre muqueuse digestive, et puis là, vous avez, hop là, il s'implante tranquillement. Et alors, comment est-ce qu'il s'implante? Et c'est ça qu'on va voir. Comment se passe cette colonisation? Eh bien, il y a plusieurs étapes. On voit que c'est tout à fait fascinant, la capacité qu'ont ces candidats de s'implanter, justement, et de gérer l'histoire. C'est presque effrayant. En fait, première chose, ils vont produire ce qu'on appelle de l'adésine. Alors, l'adésine, eh bien, ce sont des protéines qui vont s'accrocher à notre muqueuse, et en fait, ils ont justement des protéases, donc ils produisent, les candidats vont aussi produire des enzymes qui vont dégrader certaines protéines de surface au niveau de nos cellules, qui vont permettre à ces adhésines de s'accrocher. Vous voyez, c'est vraiment, hop, il va y avoir un arrimage. Donc ils vont scinder, pof, une protéine, comme ça elle va montrer une zone d'accrochage où l'adhésine va s'accrocher. Et donc, la première chose, ils vont s'accrocher et ça va être la base, le départ de ces fameuses plaques de candida. Donc, on sait très bien, par exemple, les gastro-entérologues connaissent bien ça quand ils font des gastroscopies et qu'ils voient des patients qui ont des œsophagites à candida, ce sont des grandes plaques blanches. Ce sont des zones d'agglomérat de candida. Donc, ils s'agglomèrent comme ça par plaques. Et alors, ils sont très résistants. Ils sont capables de résister à des pH différents, à différentes sécrétions du système digestif qui sont censés les tuer, et ils peuvent rivaliser d'ailleurs avec un certain nombre d'espèces bactériennes, sauf, comme j'expliquais tout à l'heure, on sait que les lactobacilles vont avoir un impact anti-candida, et alors les bactéroïdèses, différents types de bactéroïdèses, vont permettre de produire une enzyme, une chitidase, donc qui va dégrader ici la surface, la paroi de ces candidats, et du coup les tuer. Alors, ceci dit, donc une fois que ces candidats ils ont adhéré à la paroi, eh bien, ils vont ensuite éventuellement
envahir. Alors pour qu'ils envahissent, il faut déjà plus, il faut déjà des barrières intestinales qui soient altérées par des corticoïdes, des anti-inflammatoires, beaucoup de stress, des gens qui ont une pathologie type allergique au gluten, l'alcool en quantité importante, tous des éléments qui altèrent la paroi, qui la fragilisent, une immunité bien sûr basse, et alors le candidat, lui, est capable de produire des enzymes, comme la SAPS, bref, je ne sais pas ces détails techniques, qui sont des enzymes qui vont justement jouer un rôle dans ce qu'on appelle la virulence, donc dans l'invasivité de ces candidats, et qui vont favoriser le fait de venir grignoter la paroi et vraiment d'envahir la paroi intestinale. Et alors, c'est pas tout. Donc, ils sont capables de produire un biofilm. Donc, c'est un biofilm, c'est une structure fibreuse qui va dans lequel une matrice comme ça, dans laquelle ils vont se mettre un peu comme dans une tente. Une tente, comment on appelle cette tente qu'on jette par terre. Enfin, bref, dans une tente comme ça. Et alors, ce qui évidemment diminue la capacité d'un certain nombre de médications de les atteindre. Ceci dit, avec les antifongiques, en général, ils percent la tente, et ça fonctionne. Et alors, dernier point, c'est ce qu'on appelle le quorum sensing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du quorum sensing. Alors, le quorum sensing, c'est le langage entre les cellules et les micro-organismes. Donc, en réalité, ils sont capables de produire des substances. Bon, une des premières qui a été isolée, c'est le farnesol. Enfin, peu importe, on ne va pas entrer dans le détail technique. Mais en fait, ce sont des substances qui vont être produites par ces organismes. Et on retrouve ça dans la nature, entre les arbres, entre les végétaux. Ce sont tous des systèmes de communication végétaux qui existent. Et donc, ici, par exemple, eh bien, à partir du moment où les candidats commencent à être agressés par le système immunitaire, eh bien, à ce moment-là, hop, ils vont produire des substances pour dire aux autres, écoutez, ça va pas du tout ici, on est agressé, on va plutôt se remettre sous la forme, comme si on était gentil, pour que le système immunitaire se calme. Et donc, ils changent de forme. Alors, non seulement il y en a un ou l'autre qui font ça, mais ils font ça dans un ballet, c'est une chorégraphie, quoi. Et donc, c'est tout à fait impressionnant. Bon, alors, ceci dit, bon, pour la conquête terminée, il faut aussi savoir qu'il y a des coopérations entre espèces. C'est-à-dire que on sait que certaines bactéries, par exemple, il y a une bactérie qui s'appelle les méthanobrevibactères. Ça n'a plus de secret pour vous, tout ça, maintenant. Ces bactéries-là, mais c'est des bactéries qui produisent du méthane, par exemple, qui sont des bactéries de fermentation. Eh bien, on sait que ces méthanobrevibactères sont vraiment des grandes copines des candidats et inversement, et que l'une comme l'autre, on ne connaît pas encore vraiment bien les mécanismes, mais on sait que l'une favorise l'expansion de l'autre espèce. Et donc on peut avoir effectivement des patients qui ont une prolifération excessive du candidat, et de ces bactéries de fermentation, et il faut traiter les deux. Ça peut donner des symptômes effectivement qui sont plus complexes, donc des gens qui ont des symptômes bien sûr de SIBO, donc d'intolérance à tout ce qu'on appelle les FODMAP, tous les aliments fermentants, et aussi des symptômes de SIFO, donc liés au candidat, avec plutôt une intolérance à tout ce qui est glucides, plus spécifiquement. Bon, ceci étant dit, après avoir vu toutes ces dias effrayantes, on se disait, enfin, que peut-on faire contre le candidat? Ça va, il y a des médications, comme j'utilise régulièrement, ou d'autres, qui fonctionnent très très bien pour tuer les candidats. Souvent, le problème n'est pas tellement de tuer les candidats, ça va être de créer un système pour qu'ils ne reprolifèrent pas. C'est ça la grande difficulté. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement, comment dirais-je, enfin que ça se reproduit très souvent, quoi. Ça se reproduit très souvent, ça récidive, voilà. C'est extrêmement récidivant. Et si c'est récidivant, il faut un petit peu se poser des questions, pourquoi c'est récidivant. Ça, on en parlera après. Donc en fait, le diagnostic de la prolifération du candidat, qu'est-ce qu'on peut faire comme diagnostic? Eh bien, en fait, il y a le diagnostic de référence, c'est celui-ci. C'est-à-dire, on dose des métabolites
qui sont produits par les candidats et qu'on retrouve dans les urines. Alors, vous allez me dire, oui, il y a d'autres tests possibles. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas analyser les candidats par le microbiote fécal? Alors, c'est clair que de toute façon, dans le futur, on va développer l'analyse du microbiote fongique. On sait que maintenant, quand on parle du microbiote bactérien, mais il n'y a pas que les bactéries. Il y a les champignons, il y a les virus, il y a les phages. Donc, il y a différentes choses aussi qui vont devoir être explorées. Mais il se fait que, au stade actuel, eh bien, quand on recherche le candidat albicans, même en faisant ce qu'on appelle des PCR, donc par leur ADN dans les selles, eh bien, j'ai eu personnellement plusieurs cas où finalement j'avais fait faire des PCR anti-candidats au niveau des selles, j'avais fait faire des analyses par dosage des métabolites organiques urinaires, et j'avais un patient qui avait vraiment des symptômes vraiment évidents de prolifération de candidats, qui avait des métabolites dans les urines très élevés, et par contre il avait des PCR négatifs. Et puis j'ai quand même donné le traitement du coup, et ça a été très efficace. Donc voilà, donc j'ai eu ça une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit, c'est bon, pour l'instant on va laisser tomber les PCR dans les selles, on verra ça plus tard. Et donc je trouve personnellement qu'en 2024, c'est encore l'analyse la meilleure, c'est de faire le dosage des métabolites urinaires produits par le candidat et qu'on retrouve dans les urines. Et alors, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que comme c'est un test dynamique, finalement, qu'est-ce qu'on va doser? On va doser un métabolite produit par le candidat. Ben, il faut un peu les nourrir, les candidats, quand vous faites ce genre de test. Donc ça, c'est un test qui est fait dans les urines, hein, c'est l'urine du matin. Mais ça veut dire que la veille, il faut dire aux patients de quand même manger des glucides, manger du pain ou des pâtes ou des biscuits ou je sais pas quoi, mais ça va pas être l'orgie non plus, mais qu'ils en mangent un minimum pour voir ce qu'il en est. Si c'est parce que souvent vous allez avoir des patients qui déjà se sentant pas bien quand ils mangent ce genre de produits, vont les éviter. Et donc s'ils commencent à manger une salade avec du saumon le midi et puis des légumes cuits avec du poulet le soir, et que vous dosez les métabolites, vous risquez de rien trouver. Donc il faut lui dire, écoutez, la veille du test, vous faites ça. C'est un test dynamique. Par contre, l'analyse métagénomique du microbiote, donc l'analyse des selles, pour analyser le microbiote, ça c'est tout à fait différent. Donc ça c'est un test, ça c'est de la génomique. Là on sait quelque chose. Il y a une étude très intéressante qui est sortie là-dessus récemment, qui a vraiment montré que c'était quelque chose de très stable. Donc si vous faites ça un jour, vous faites ça la semaine suivante, etc., si vous ne faites pas de traitement spécifique, vous allez avoir la même chose. C'est le patient, peu importe ce qu'il a mangé, etc. C'est quelque chose d'assez stable, c'est très différent. Donc ça c'est une chose. Et alors il y a, c'est ce qu'on appelle le MI, pour mycose intestinale odémique ou dysbiose mycose intestinale. Donc ça ce sont les métabolites dans les urines. Et alors, autre possibilité, c'est de doser des anticorps. On va dire oui, mais enfin pourquoi on ne dose pas ça dans le sang? Donc on peut doser des anticorps dans le sang, les IgA, les IgG. Alors le problème des IgG, c'est que ce sont des anticorps qui montrent qu'à un moment donné, il y a eu du candidat qui a traversé la paroi. Le système immunitaire a réagi, mais est-ce que c'était hier? Est-ce que c'était il y a 5 ans? C'est très difficile à dire. Donc c'est pas l'analyse la plus intéressante. Les IgA, c'est rarement positif, ça c'est plutôt intéressant pour voir la réaction de la muqueuse, mais c'est rarement positif. Et finalement, le test de référence, c'est quand même celui dans les urines. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher dans les urines, justement? Eh bien, il y a plusieurs métabolites qui vont être recherchés. Vous avez, en fait, l'arabinose, le D-arabinitol et le tartarate. Le D-arabinitol étant le marqueur de référence, celui sur lequel il y a toutes les études. Les deux autres, c'est beaucoup moins évident. Parce que l'arabinose, en fait, c'est un sucre, mais c'est un sucre qui, surtout, qu'on retrouve dans les pommes, les poires, certains de fruits, et qui va plus être un substrat du candidat qu'autre chose. Certains ont évoqué que l'arabinitol pouvait se transformer en arabinose, mais enfin, ça n'est pas sûr. Et alors, le D-arabinitol, ça, c'est le marqueur. Et c'est celui d'ailleurs qui est proposé dans les analyses ici, parce que c'est le marqueur sur lequel il y a des références scientifiques. Alors, ce qui est très intéressant dans la métabolomique, c'est ce qu'on appelle l'analyse métabolomique. Et c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, la métabolomique, d'ailleurs, sur différentes
matrice, que ce soit l'urine, la salive, etc., où on dose des métabolites produits par X, et en fait, le X, justement, il y a intérêt que ce soit produit par X et pas par X, Y et Z, parce que sinon, on ne sait pas d'où ça vient et ce que ça représente. Et donc, le D-arabinitol, ce qui est génial, c'est qu'il est produit par le candidat et que par le candidat. Il n'y a aucune cellule qui va produire ça, il n'y a aucun aliment que vous mangiez qui va métaboliser et qui va produire ça dans son métabolisme. Vous vous dites quand il y a du D-arabinitol, c'est du candidat, point. Il n'y a pas 36 solutions. Et ça, c'est pas évident en analyse métabolique. Et alors, on va le retrouver effectivement dans l'urine. Alors, vous avez donc le D-arabinitol, ça c'est vraiment celui qui est produit par le candidat. Et alors, vous avez le L-arabinitol, lui, il est produit par certaines bactéries de fermentation type les lactobacilles. Et alors, le rapport DL, et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'études, donc c'est en fait le rapport entre le D produit par les candidats et le L produit par les lactobacilles. Et plus ce rapport DL est élevé, moins bien c'est. Vu que les L sont plutôt des bactéries qui luttent contre le candidat, et le D c'est le candidat. Ce sont deux isomères d'une même molécule. Pour la petite histoire. Et donc effectivement, le rapport DL, c'est vraiment ce qui est retrouvé dans beaucoup de publications scientifiques, qui est aussi un marqueur de l'invasion fongique. Et en fait, ce qui était assez intéressant dans ces études qui ont été faites, c'est que ce rapport D-arabinitol dans les urines était un marqueur plus précoce que des analyses sérologiques chez des patients même immunodéprimés. Pas mal d'études ont été faites chez des enfants, chez des enfants qui avaient une immunodépression et qui avaient développé une candidose. Et donc, bon, on va pas lire tout ça pour ceux que ça intéresse. Vous pourrez le voir, mais donc ils ont pris pas mal d'enfants avec une suspicion effectivement de candidat. Ils ont dosé le rapport D-arabinitol et ils ont trouvé que c'était élevé. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand ils ont donné un traitement avec un antifongique, on voit que ça diminuait, que ça répondait vraiment au traitement. Ça, c'est une autre étude qui montre un peu la même histoire. Ça, c'est encore une autre étude pour la même affaire. Donc, ça, c'est une fille de 8 mois. Hospitalisé pour une pneumonie à candidat, d'ailleurs, et alors on voit qu'effectivement, ça c'est son rapport DL, et puis alors on la traite, ça diminue, on arrête le traitement, ça remonte, on la retraite, ça diminue. Donc c'est vraiment des marqueurs. Donc ça c'est le marqueur sur lequel il y a beaucoup de publications. Donc le tartarate, on en a parlé parce qu'effectivement, c'est un métabolite qui est produit par la métabolisation des polyphénols, donc le vin en particulier. Et donc évidemment, ça fait déjà, il y a beaucoup plus de chances que si on a un tartarate élevé, c'est quelqu'un qui a bu du vin, plutôt que quelqu'un qui a une candidose. Mais il pourrait aussi éventuellement être produit par le métabolisme des candidats. Ça, c'est une autre option. Et puis alors, il y a le module bactérien, mais ça, c'est pas quelque chose qui est proposé ici, c'est plus complexe. Et depuis que le microbiote existe, personnellement, je l'utilise plus, je l'ai beaucoup utilisé à l'époque. Ce sont des bactéries qui, effectivement, vont produire différentes substances qu'on va retrouver dans les urines. Et on se disait, c'est quelque chose que je faisais avant que le microbiote intestinal existe, en fait. Depuis que l'analyse métagénomique du microbiome existe, je dose le métabolite pour le candidat, mais je dose plus cela, parce que c'est beaucoup plus pointu. Avec cela, le problème, c'est que, d'abord, on a une idée de quelle bactérie ça pourrait être. Voilà, donc ici, il y a un tas de bactéries qui vont utiliser des acides aminés pour produire d'autres métabolites. Mais c'est pas précis, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas la quantité de l'une et de l'autre. Et alors, en plus, on ne sait surtout pas quelles bactéries manquent. Est-ce qu'il y a un déficit en lactobacilles, en bifidobactéries, en fécalibacterium, toutes des bonnes bactéries? On n'a aucune idée là-dessus. C'est pour ça que ça, c'est pas demandé chez SIM. On demande c'est uniquement le MI. Pour pas faire payer ça en plus, qui au final n'amène pas d'informations intéressantes, on fait directement le microbiote. Exactement, c'est pour ça que je vous le montre, mais c'est quelque chose qui maintenant, de fait, n'a pas été repris chez SIM parce que ça n'était pas intéressant. Bon, alors ici maintenant, comment est-ce qu'on prend ça en charge? Parce que là maintenant, on a parlé des symptômes au début, qui se concernent, on voit un petit peu comment tout ça s'installe. Quel diagnostic? Finalement, c'est le métabolite urinaire. Et alors, comment est-ce qu'on va prendre ça en charge? Et alors, je vais
évoquer deux situations. Une situation simple et une situation résistante. Et donc, les premières sources, ce sont les conseils nutritionnels. Donc l'idée, c'est de supprimer les sucres raffinés, les sucres, les pains, les biscuits. Et alors, il faut savoir que vous avez pas mal de patients qui vont vous dire, oui, mais enfin, moi, je ne tolère pas. Je supporte ceci et pas cela et pas ceci non plus. Et finalement, je ne sais plus rien. Là où je me sens le mieux, c'est quand je ne mange pas. Et d'ailleurs, quand ils font une cure de jeûne, ils vont beaucoup mieux. Forcément. Et c'est pas pour ça qu'ils seront mieux après. Voilà. Et donc, effectivement, vous avez pas mal de patients qui, combinés à ça, ont une intolérance au lactose, donc ils ne supportent pas ce qui contient du lactose, ont un SIBO combiné. Donc là, savoir qu'il y a un gastro-entérologue là, qui avait fait une magnifique étude. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. Il a fait une étude sur 124 patients. Et donc, il a fait une gastroscopie, hop, il est arrivé jusque dans l'intestin grêle, et alors il a aspiré le liquide, et puis il a fait une analyse, voir un peu quel était le microbiote, comment ça se passait. Et alors, il a constaté que dans 63% des cas, donc c'est tous des patients avec côlon irritable, que dans 63% des cas, il y avait une hyperfermentation. Et que c'était, grosso modo, pour ces 60%, ça se répartissait plus ou moins façon équilibrée, entre soit SIBO, soit SIFO, soit SIBO plus SIFO. Et donc, un tiers de ces patients, plus ou moins, avaient les deux. Donc, un excès de candida et un excès de bactéries de prolifération. Donc, et c'est ça qui est intéressant, justement, chez CIP, c'est que dans les analyses proposées, vous avez l'analyse des métabolites urinaires pour voir s'il y a une prolifération de candida et l'analyse du microbiote pour voir s'il y a un excès de bactéries de fermentation. Et aussi pour voir s'il y a une insuffisance de bactéries qui se battent contre le candida. Bon, tout ça est mentionné dans les commentaires, les conseils, etc. Alors, justement, comme je disais, c'est les patients, et les patients vont vous dire, oui, moi je me sens pas bien quand je mange du pain, des gâteaux, des biscuits. Alors le pire, c'est la gaufre de Bruxelles. Ça, c'est un test très intéressant. La gaufre de Bruxelles, ça, c'est le sommeil. Vous avez de la pâte pas cuite, avec du sucre, de la levure. Ça, si les patients qui ont une candidose, ils mangent ça, ils sont comme ça. Et alors, mais bon, ils peuvent être comme ça pour d'autres raisons aussi. C'est pas non plus le diagnostic infaillible. Alors, donc je disais, ils peuvent aussi avoir un problème avec les produits. En plus de la candidose, intolérance au lactose, un SIBO. Ils peuvent aussi avoir, justement, comme je disais au début, que dans ces causes de pseudo-allergie, parce que au départ, on était un peu obsédés en disant oui, les gens qui ont ces pseudo-allergies, qui ont effectivement ce syndrome d'activation mastocytaire, c'est une insuffisance de production de la diaminoxydase, donc c'est une enzyme qui est produite par notre intestin, comme la lactase pour digérer la lactose, et c'est une enzyme qui, elle, digère l'histamine. Et en fait, alors ça arrive, un certain nombre de cas, c'est comme ça, soit ils produisent pas assez cette enzyme, soit cette enzyme a subi une mutation et elle n'est pas efficace, mais dans la majorité des cas, c'est quand même une altération du microbiote, avec soit une candidose, soit une dysbiose inflammatoire. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine conférence, qui est un domaine très important, parce qu'il y a beaucoup de patients qui se plaignent de ça. Donc, il y a des problèmes sur les aliments riches en histamine. Et alors, ce qui est assez vicieux, c'est que des aliments riches en histamine, bon, alors le sommet, évidemment, c'est si vous mangez des fruits de mer avec un verre de vin blanc. Ça, si vous voulez faire un repas pour être sûr, pour savoir si vous avez un problème avec l'histamine, là, c'est le sommet. Mais on sait que il y a les aliments qui sont plus riches en histamine, ça peut varier selon leur fraîcheur. Vous allez manger de la viande ou du poisson, vous allez manger quelque chose de très frais, impeccable, vous allez manger quelque chose de frais mais moins frais, paf, vous allez avoir un tas de symptômes. Il y a un tas de fruits et légumes qui sont riches en histamine, les tomates, les épinards, les bananes, etc. Et puis alors, vous avez l'alcool aussi qui a un rôle important, etc. Mais donc, oui, ça touche pas mal de gens aussi. Puis alors, vous avez aussi des gens qui supportent pas les aliments gras parce qu'ils sont pour différentes raisons, parce qu'avec tout ça, leurs muqueuses sont enflammées. Enfin bref, donc il y a évidemment des conseils nutritionnels de base et éventuellement des conseils associés, fonction un peu de leurs symptômes. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Eh bien, comme traitement, il y a bien sûr la phytothérapie. Il existe un tas de candicides naturels
dont je dirais le chef de file est le pépin de pamplemousse. C'est vraiment celui qui, dans mon expérience aussi, je trouve, s'est montré le plus efficace. La berbérine aussi, très très bien. Et puis vous avez l'ail aussi, qui est pas mal. Puis l'origan, l'acide caprylique, le colloïde d'argent. Je dirais que pour moi, les plus intéressants sont les deux premiers, à différents niveaux. On y reviendra après. Et alors évidemment, par compétition, on va utiliser des probiotiques et des prébiotiques qui vont permettre justement de créer un microbiote qui peut s'opposer au candidat. Ça, c'est très important. Et alors, je disais, attention avec l'argent colloïdal. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, si vous avez entendu parler. Donc, l'argent colloïdal, c'est assez intéressant parce que c'est assez efficace. C'est un produit naturel qui est efficace, mais il faut pas oublier, c'est comme des métaux lourds, quoi. C'est de l'argent. C'est comme à l'époque, il y a eu l'histoire des sels d'or qui ont beaucoup été utilisés comme ostéo, vous devez avoir entendu parler de cette affaire des sels d'or. C'était beaucoup utilisé. Non, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune. C'est un truc de vieux, c'est les sels d'or. Donc, en fait, les sels d'or, ça a été beaucoup utilisé dans les maladies inflammatoires articulaires, avec beaucoup d'efficacité. Puis après, on s'est rendu compte que c'était vachement toxique si on prenait ça longtemps. Et bien, l'argent colloïdal, c'est pareil. Si vous donnez une cure, deux cures, ça va, mais plus ça s'accumule, plus ce sont des métaux qui vont s'accumuler dans la mitochondrie et qui vont être toxiques. Donc, il faut aller doucement. Alors ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui en a pris beaucoup, et donc ça devient comme il a la tête, la peau argentée, quoi. Donc, voilà. Bon, alors ça, c'est une petite étude intéressante, mais bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pour vous montrer une chose importante. C'est que on voit pas bien. Et donc ici, en rouge ici, ça c'est bifidobactéries, lactobacilles. Donc ça, ce sont des bonnes bactéries. Et alors, vous avez ici le candida. Et en réalité, ce que veut montrer ces slides, ça, ce sont des études qui ont été faites in vitro, hein. Mais ce qui est montré, c'est que la concentration nécessaire de ces différents produits pour tuer le candida, eh bien souvent, à cette concentration, on tue les les bifidobactéries. Par exemple, vous avez ici, prenons le pépin de pamplemousse. Eh bien, on voit qu'avec le pépin de pamplemousse, on tue le candida à la concentration, ici de 0,01. Eh bien, on tue le bifidologum à la même concentration et le bifido, à mon avis, à une concentration même plus faible. Vous voyez, c'est pareil avec la berbérine, c'est pareil, on le tue à la même concentration. Il y a juste l'ail où on n'a pas ce phénomène-là. Bon, alors c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Ce que ça veut simplement dire, c'est qu'il faut bien savoir que ces produits qui sont candicides sont aussi bactéricides et que il faut pas croire qu'on tue juste le candida comme ça. Non, c'est aussi bactéricide. D'où c'est tout à fait intéressant de les utiliser pour tuer justement le candida, c'est le but de l'histoire, mais de donner en même temps des probiotiques pour justement compenser ce phénomène. Voilà, c'est juste pour ça que je voulais vous le dire. Alors, ça c'est pour le traitement de la candidose. Donc finalement, le traitement de la candidose, vous allez dire aux gens, vous allez faire un régime où vous allez vraiment modérer le sucre. Alors, quand je dis modérer le sucre, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les carottes, les fruits, etc. Je dis aux gens d'éviter les farines blanches, les sucres et les sucreries. En fait, c'est surtout ça, point. Ils peuvent manger des céréales complètes, ils peuvent manger des légumineuses, ils peuvent manger des fruits. Il faut garder un régime intéressant, mais éviter tout ce qui est vraiment sucre raffiné, farine blanche. Point. Plus éventuellement, comme je disais, éviter le lactose. Si ça ne va pas, éviter les légumes hyper fermentants, s'ils sont aussi gros associés. Ça, c'est un peu à voir. Bon, mais c'est ça le traitement. Et c'est ça justement qui fait partie de l'algorithme GSIM, c'est justement ça tient compte de ce qui est vu au niveau SIBO, ce qui est un SIBO, ce qui est une candidose. S'il y a un SIBO, les restrictions alimentaires ne vont pas être les mêmes, etc. Tout ce travail est fait, quoi. On facilite la vie. Et donc, le traitement candicide, je disais, pépin de pamplemousse ou berbérine, etc. Et alors, le traitement des causes de la récidive. Alors, dans le traitement des causes de la récidive,
Ben évidemment, il y a l'évaluation du microbiote, on en a parlé. Est-ce qu'il y a assez de bonnes bactéries? Est-ce qu'il n'y a pas trop de, par exemple, les lactobacilles, les bactéroïdes, les Thaïotaromicron? Est-ce qu'il n'y a pas trop de méthanobrevibactères, qui sont des bactéries justement qui favorisent ça? Donc tout ça est pris en compte. Alors on peut éventuellement analyser, et ça c'est peut-être quelque chose qui va paraître simple, parce que ça se fait aussi sur la salive, c'est l'analyse du FUT2. Donc ça c'est une mutation, je ne sais pas si vous connaissez, j'entends parler de ce truc-là. Donc ça c'est une mutation génétique qu'ont certaines personnes, et qui font que, à cause de cette mutation, ils ne produisent pas un sucre qui s'appelle le fucosidlactose, qui se trouve dans le mucus, et qui fait que les bonnes bactéries, comme elles aiment bien ce sucre, elles aiment bien se mettre dans le mucus. Et en fait, ça permet d'avoir un mucus, alors que ce soit intestinal, vaginal, etc., un mucus qui est de ce fait colonisé par des meilleures bactéries qui empêchent l'implantation de mauvaises bactéries. Et c'est sûr que les gens qui ont cette mutation ont plus tendance à faire des candidoses récidivement. Alors évidemment, l'évaluation alimentaire, demander aux gens s'ils ne mangent pas trop de sucre et pas trop de farine blanche. Et alors l'évaluation du stress chronique, et ça c'est super important, c'est le profil du cortisol. C'est vrai que c'est des patients finalement chez qui récidivent au niveau candidose. Les deux tests prioritaires que je vais faire, c'est le profil du cortisol. Parce que si le profil du cortisol effondré égale immunité pas bonne, égale récidive. Et le microbiote. Pour voir s'il n'y a pas un déséquilibre. Mais je dirais qu'à la limite même, presque le premier que je ferai, c'est celui-là. Le profil du cortisol. Par expérience, que je trouve que c'est souvent un élément très important. Bon, alors il y a des traitements de vaccination. On ne va pas rentrer là-dedans. Alors. C'est moi. Ça, c'est toi. Mais d'ailleurs, je vais pas vous passer une 4e fois le même slide. Voilà. Peut-être d'abord les questions. Et donc voilà. Donc je crois que comme ça, vous avez un peu une idée de ce qu'il en est du candidat, finalement de l'analyse à faire, des types de traitements et de ce qui est à combiner. Et alors, de qui ça touche? Parce que finalement, la grande question, c'est chez qui suspecter ce problème-là. Et comme je disais, vraiment, si vous avez des gens qui souffrent de problèmes de ballonnement de gaz de transit, et oui, ok, mais ça peut être d'autres causes. Et qu'en plus, ils vous disent, oui, il faut vous poser des questions en disant, tiens, est-ce que vous n'avez pas la mémoire, ça va, la concentration, ça va, vous n'avez pas tant la tête dans le brouillard, etc. Et puis, est-ce que vous n'avez pas des chatouillements, par exemple, des chatouillements des paupières, chatouillements des oreilles, chatouillements au niveau de l'anus, etc. Tout ce genre de signes doivent vous faire penser à une prolifération fongique. Et là, c'est faire analyse des métabolites. Et voilà, ça c'est la réaction à avoir.